Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle interview que je vous propose, celle de Lucille Gallio, directrice de collection Star Wars pour Pocket. Lucille a gentiment accepté de passer devant notre caméra et notre micro lors de Génération Star Wars et je tenais donc à la remercier. Vous allez découvrir le travail complexe qu'est la traduction des romans Star Wars, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse avec l'interview. Bonne vidéo! Bonjour Lucille, Bonjour Thomas. est-ce que tu peux un peu nous présenter qu'est-ce que tu fais, quel est ton travail? Alors, je suis directrice de collection pour Pocket de la collection Star Wars. Ça fait maintenant presque 3 ans que je m'occupe de cette collection. Avant, j'étais traductrice pour Pocket, pour d'autres maisons d'édition aussi avant, donc traductrice freelance. Je me suis un peu spécialisée dans Star Wars depuis une dizaine d'années maintenant. Et du coup, comme je faisais beaucoup de traductions pour Pocket et je donnais aussi souvent des conseils sur le programme, etc. Mon prédécesseur, quand il est parti, il a soufflé mon nom à sa direction en disant que je pourrais peut-être prendre la suite. Et voilà, donc ça fait 3 ans maintenant. Donc mon travail, c'est de diriger l'équipe de traducteurs qui travaillent sur les romans, c'est de choisir le programme, d'écrire des argumentaires, aussi le texte de couverture. Et puis je relis tous les livres. Je m'assure qu'il n'y ait pas d'erreur de continuité ou de terminologie. Je vérifie la traduction, enfin voilà, donc toutes les étapes du livre en fait, du début à la fin. Alors quand on traduit un livre Star Wars, est-ce qu'il y a des choses un peu plus compliquées que d'autres, comme par exemple la traduction des noms propres, etc. C'est quoi le travail derrière tout ça? Alors c'est un gros travail. En fait, moi quand j'étais traductrice, je me rendais compte qu'en France, on avait différentes manières de procéder justement face à la terminologie. Les éditeurs avaient chacun leur glossaire, même parfois les traducteurs eux-mêmes avaient leur propre glossaire qui n'étaient pas forcément les mêmes entre les uns et les autres. Et du coup, quand je suis arrivée à mon poste de directrice de collection, je me suis dit que c'était la super occasion d'essayer de faire un peu un ménage là-dessus. Et donc j'en ai parlé avec Disney et du coup, ils m'ont embauchée pour créer un glossaire et une charte éditoriale Star Wars qui permettait de mettre un petit peu des règles en fait dans tout ça, parce que depuis 25 ans que des romans sortent, voilà, il y avait eu plein de choses qui avaient évolué, changé, des allers-retours. Wookiee a pris 2 œufs, puis on a perdu un, puis on a retrouvé ces 2 œufs récemment. Donc genre de choses comme ça qu'il fallait vraiment un peu graver dans le marbre, qui a été du coup validé par Disney et ensuite redistribué aux différents éditeurs. Donc l'idée c'est qu'on parte d'outils communs. Et après, pour chaque nouveau livre, on a une centaine de termes nouveaux qui apparaissent. Donc voilà, on rajoute ces termes-là au glossaire général et on avance petit à petit comme ça. Et puis on est très aidé par toutes les encyclopédies en ligne qui existent. Donc bien sûr, il y a Wikipédia, l'encyclopédie américaine, mais ensuite il y a la même chose en France, c'est la Wikipédia Star Wars. Et puis d'autres encyclopédies, celle de l'Honnête, celle de Star Wars Universe, qui nous aident beaucoup. Où il y a beaucoup de fiches également, et ça aide vraiment les traducteurs à trouver en fait si des termes ont déjà été traduits, dans quel roman, comment retrouver le terme s'il n'est pas dans l'encyclopédie. Enfin, ouais, c'est un travail un peu parfois d'archéologue, c'est très sympa. Il y a même des forums où on peut aller poser la question aux fans en disant voilà, je sais que dans tel livre il y a tel terme mais je ne l'ai pas retrouvé, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez. Donc c'est chouette aussi de pouvoir les mettre à contribution. Claudia Gray parlait du genre dans les personnages qui étaient parfois ambigus. Ils Oui. sont pas d'accord, etc. Alors, Oui. on sait qu'il n'y a pas de genre en anglais. Et comment est-ce qu'on arrive parfois à lever l'ambiguïté? En français, il faut mettre parfois un féminin ou un masculin. Est-ce que parfois on est un peu bloqué par ça? On se dit, on n'a pas la réponse dans le roman. Exactement. Alors, il y a bien sûr des genres si on utilise le pronom he ou she, en fait, en anglais. Mais bien sûr, les adjectifs ne sont pas accordés en genre et en nombre. Et les participes passés, enfin, voilà. Donc ce qui fait qu'il y a moins d'indices. Donc si un personnage passe et qu'à aucun moment son pronom personnel est utilisé, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme ou un femelle ou mâle, quoi. Et donc du coup, ce qui nous aide souvent, c'est Wikipédia, parce que si tu fais la recherche, on saura si à un autre moment ce personnage est apparu et on sait si c'est un homme ou une femme. Donc première chose, mais parfois justement sur la fiche de Wikipédia, il n'y a pas l'information et ils ne le disent pas parce qu'on ne sait pas. Donc dans ce cas-là, il faut faire un choix. Nous en français, on est un peu forcé.
On va pas mettre en place un pronom binaire, non binaire, parce qu'en fait, c'est pas le lieu là, c'est juste que la personne n'a pas été caractérisée. Donc un coup, moi je mets un homme, un coup une femme. En général, ce sont des personnages pas très importants, ce qu'ils font que passer. C'est par exemple un officier qui va parler à Dark Vador, et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc un coup, ça sera un homme, un coup, ça sera une femme. Bon, en espérant que le personnage ne sera pas développé dans un autre roman à devenir, bon voilà, auquel cas on ferait une correction dans le livre pour une impression suivante, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on procède. Au niveau des plannings, comment ça se gère? Est-ce que pour sortir des romans ou des livres, est-ce que vous vous casez sur peut-être les films, les comics qui sortent, ou peut-être que c'est les deux? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors forcément, on ne peut pas sortir en même temps que les Américains, donc il y a un délai. Ce qui fait que, en effet, il va y avoir des événements qui vont arriver qui font qu'on va se dire, bah, ça, on va pouvoir le mettre de côté. Par contre, ça, il faut absolument correspondre à l'événement. Alors, soit des autres éditeurs français, en effet, il y a des comics qui sortent. On va essayer de sortir en même temps ce qui correspond à notre roman. Donc, quand il y a eu, par exemple, pour l'Escadron Alphabet, il y a eu la série X-Wing. Et ben, du coup, on s'est débrouillé pour que ça soit vraiment ensemble. Pour la Haute République, là, on est obligé de travailler ensemble, savoir comment est-ce qu'on sort les différents titres. Donc voilà, il y a des événements, les films, forcément, à chaque fois, on va essayer de sortir ce qu'il y a de plus urgent qui sont en lien avec les films. Quand il y a des jeux vidéo qui sortent ou des choses comme ça. Donc là, il y a des événements qui sont un peu monolithiques, on ne peut pas les déplacer. Donc on va faire au plus vite, au plus près pour cela. Et puis il y a d'autres livres du coup qui vont être mis un peu de côté. Par exemple, Galaxy's Edge, il y a eu 2 romans qui sont sortis. Bon, en France, Galaxy's Edge n'est pas encore arrivé. Donc on s'est dit, on peut se permettre de les mettre un peu de côté. Et puis si un jour Galaxy's Edge arrive en France, ça sera vraiment le bon moment pour sortir ces romans-là. Voilà, pour te donner un exemple. Merci. Et dernière question, la Haute République, c'est quelque chose de nouveau dans la littérature Star Wars, quelque chose de très important. Est-ce que tu sens un engouement peut-être nouveau de la part des fans pour ces livres qui changent peut-être des autres engouements qu'il y a pour d'autres romans, par exemple? Oui, c'est vrai. La Haute République, ça a été très fort. Il y a eu une réponse vraiment très positive, à la fois de la communauté de lecteurs habitués et aussi, du coup, beaucoup plus large. C'est aussi le Mandalorian qui a fait beaucoup de bien parce que ça a attiré aussi un public beaucoup plus large que celui qu'on avait d'habitude et qui ont découvert qu'il y avait des romans qui existaient. Ahsoka qui arrive bien sûr dans la série, la petite citation du grand amiral Thrawn ou quand il parle de l'opération Cendre, voilà, donc plein de petits détails où les gens se disent mais qu'est-ce que c'est qui, c'est quoi? Et donc ils sont allés se renseigner et ils ont vu qu'il y avait des romans entiers qui existaient à propos de ça. Et donc on a vu arriver une nouvelle vague de lecteurs, donc ça c'était très chouette. Et pour la Haute République, ce qui est vraiment, vraiment chouette, qui pour moi est le plus important, c'est que ça a fait l'unité en fait entre les lecteurs, certains lisant seulement du Legends ou d'autres qui aiment lire les deux ou que le canon. Et en fait là, la Haute République, comme c'est une période qui n'est pas du tout abordée dans le Legends, et qui, bien sûr, dans le canon, pas encore, et du coup, on est tous intéressés autant sur cette période-là, et ça fait vraiment plaisir, en fait, de voir tous les lecteurs s'intéresser à la même chose. Merci beaucoup, Lucille, pour toutes ces réponses, c'était super cool. Rien. Merci.